Salut tout le monde, on est aujourd'hui le lundi 7 avril 2025. Je ne vous demande pas si ça va bien parce que ça peut que ne pas aller avec ce marché dans le rouge, ce Black Monday les gars qu'on est en train de se taper. Ça fait super longtemps, enfin j'ai pas le souvenir comme ça en tout cas des dernières années qu'on ait eu un aussi gros Black Monday là sur les marchés tradis. Black Monday c'est quoi? C'est en gros le lundi noir, c'était déjà arrivé en 1987, c'est déjà arrivé plusieurs fois historiquement où en fait à l'ouverture des marchés dès le début de la semaine, et ben en fait voilà c'est une catastrophe. Donc là, vous allez voir qu'aujourd'hui, il s'est passé plein de choses. Alors, on a vraiment ouvert la baisse assez vénère, ça allait bien profond. On a fait un rebond assez ouf. On a eu la session US là, à 15h30 qui est arrivée. Je voulais attendre la session US pour vous faire la vidéo parce qu'on avait beaucoup de volatilité, beaucoup de prises de position aussi politiques au niveau de la Fed, au niveau de Trump, etc. qui allaient être faites. Et du coup, je voulais attendre tout ça pour que je puisse vous faire le topo complet sur voilà, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Et donc, comme vous en doutez, hein, les marchés tradis qui font la gueule complet. Voilà, une fermeture de vendredi dernier qui était catastrophique et une réouverture ce matin qui était aussi une catastrophe, ce qui a fait que forcément aussi les cryptos ont pris un gros coup. On a un BTC qui est descendu aux 74 000 $. Rappelez-vous, les 74 000 $, c'est vraiment voilà, la zone la plus basse théoriquement qu'on pourrait aller chercher là, par rapport à ce qu'on a au niveau weekly. Rappelez-vous le ruban de monnaie mobile et toutes les zones de confluence qu'on a au niveau des indicateurs, au niveau des volumes profile, etc. qui s'accumulent à cet endroit-là. On a eu quand même une belle réaction du cours. Je trouve qu'on a un marché des cryptos qui réagit pas trop mal. Alors voilà, on a une chute globale qui est assez impressionnante, mais comparé à ce qu'on a actuellement sur les marchés tradis, ça va, on s'en sort plutôt bien, quoi. Ça aurait pu être pire. Par contre, c'est vrai que sur les altcoins, bon, c'est de pire en pire, quoi. On a vraiment du moins 10, moins 20% qui se lâche. Ethereum, j'en parle même pas, on est revenu, les gars, à 1400 $ au niveau qu'on avait en 2017. C'est-à-dire que là, vous prenez le prix qu'on avait sur Ethereum il y a 8 ans en arrière, c'était le même. C'est-à-dire qu'en 8 ans, on est au même prix. Ça, c'est fou. Donc, on va surtout se pencher sur plutôt le côté. Donc, vous allez voir des datas au niveau macro-US, au niveau de l'inflation, au niveau des taux d'intérêt de la Fed. Qu'est-ce qu'ils prévoient de faire pour les prochaines baisses, augmentations des taux d'intérêt? Ça va être vraiment important de surveiller. Et le deuxième truc vraiment important à surveiller, c'est Trump. Hein, tout simplement, par rapport à ses frais de douane, il est en train de plomber le marché à cause de ça. Donc, ça aussi, voilà, c'est vraiment les deux gros trucs à surveiller et qui vont avoir un impact sur les marchés traditionnels et donc sur les cryptos aussi. Bon, mis à part ça, on va quand même, je vais quand même vous montrer un peu la strat que j'ai mis en place dans la dernière vidéo, rappelez-vous, sur les shorts des altcoins. Alors, c'était vraiment des petites positions, mais je voulais quand même mettre quelques shorts sur les altcoins pour essayer de surfer un peu cette tendance baissière, malgré que, vous allez voir que dans l'ensemble, je me positionne pas tant que ça et je suis plutôt dans l'attente de voir ce qui se passe. Donc, on commence direct avec Twitter. Et ça, c'était hier, donc c'était avant l'ouverture des marchés US qu'on a eu ce matin. Et je dis, oh la dinguerie, les marchés tradis, étonnant que BTC ne se crée pas à la baisse, ce n'est sûrement qu'une question de temps. Et c'est vrai que les gars, à ce moment-là, je sais pas pourquoi, BTC ne se corrélait pas par rapport au marché tradit. C'est-à-dire qu'on avait les marchés traditionnels qui chutaient comme ça super fort et BTC est resté vers les 83, 84 000 $. Et il suivait pas en fait ce mouvement à la baisse. Et du coup, il y a plein de théories qui ont commencé à fuser comme quoi ça y est, BTC c'était une valeur refuge, que ça passait comme l'or. Et moi personnellement, j'y crois pas à ça pour l'instant. J'avais bien expliqué que pour que BTC devienne une valeur refuge, il va falloir du temps et que en réalité, il va falloir qu'il atteigne une capitalisation qui sera peut-être équivalente à celle de l'or, donc peut-être voilà, vers les 13 000 milliards $. Donc il faudrait qu'un BTC arrive à 500 000, 600 000 $ l'unité pour qu'il commence à avoir une place de valeur refuge dans l'économie. Mais pour l'instant, il est tellement petit, tellement corrélé au marché tradit par rapport au fait que les gens qui investissent dessus, c'est aussi les gens qui sont sur les marchés traditionnels et donc ils corrèlent leur portefeuille par rapport à BTC et au marché tradit, ce qui fait que on a cette corrélation négative qui est assez présente et qui ne va pas s'enlever comme ça du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Et du coup, ça n'a pas loupé parce que, vous voyez, je vous disais que ce n'est qu'une question de temps avant que ça se corrèle à la baisse au niveau de BTC. Et les gars, même pas quelques heures après, boum, ça suit, quoi. Et on est passé de 84 000 à boum, 77 000. Et en réalité, là, il y avait un bon short à jouer. Je ne l'ai pas joué de mon côté parce que j'étais en week-end, etc. J'étais pas vraiment sur le marché. Mais c'est vrai que quand on voyait que vous avez le marché trading comme ça, qui partent à la baisse fortement et que BTC ne suit pas tout de suite, c'est qu'en fait, les investisseurs n'ont pas encore corrélé ont pas encore arbitré, n'ont pas encore équilibré leur portefeuille. Et en fait, quand ils voient que leur ligne de crypto, leur Bitcoin est plus sanguin que leur marché traditionnel, en fait, ils vont vendre leur Bitcoin pour acheter des marchés traditionnels, de l'S&P, du Nasdaq, pour en fait équilibrer leur portefeuille. Ce qui fait que au final, ça corrèle les deux. Donc bon, voilà, on a bien chuté une première fois et après on a refait une deuxième journée baissière assez vénère. Vous allez voir, on va la voir après sur TradingView, jusqu'aux 74 000 $. Mais vous allez voir qu'au niveau des clôtures, on est
on est toujours en fait sur les zones clés là au niveau des volumes profile et au niveau du ruban de mode mobile. Et regardez ça, du coup hier, donc dimanche soir, ça commençait à chauffer. Ouais, ça commençait à parler de Black Monday. On a Jim Cramer qui est assez connu, bon, qui dit pas mal de conneries des fois, mais qui fait une des plus grosses émissions sur la bourse, qui expliquait qu'on pourrait avoir un Black Monday aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on compare les deux, c'est effrayant. Mais regardez ça, 1987, vous voyez, deux tops ici, et boum, on chute. Et regardez la chute qu'on a comparée à ce qu'on a connu ici dimanche ou à ce week-end sur les marchés tradis. En fait, les marchés tradis, quand tu tapes moins 15, moins 20% un jour, c'est une catastrophe, quoi. Vraiment, les cryptos, ça arrive souvent, mais alors les marchés tradis, c'est vraiment une grosse catastrophe. Et puis derrière, ça engendre plein de choses sur l'économie au global et sur tous les autres marchés, surtout sur les marchés à risque qu'on a sur les cryptos. Donc forcément, toutes les bourses sont suivies, parce que quand vous avez les S&P qui part en steak, c'est pareil pour toutes les autres. Hong Kong qui a pris très très cher. Alors ça, c'est des chiffres au moment du 7 avril, donc ce matin. Mais Hong Kong, je crois, on est allé chercher moins 20%. Quoi. On allait chercher beaucoup plus que ce qu'on avait à ce moment-là. Mais en gros, toutes les bourses ont pris au niveau mondial, voilà, une bonne claque dans la gueule. Bitcoin, regardez ça, du coup, la deuxième jambe qu'on a fait. On est venu faire une première jambe ici à 77 000. On a rebondi, boum, on est allé assassiner la charte à 74 000. Pour rebondir, la session US, on va aller voir après en plus court terme, mais c'était n'importe quoi, les gars. On a fait de la volatilité dans tous les sens. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, les gars, en 24 heures, on a quand même fait 83 000, tout 74 000, tout 82 000, 81 000, et là, boum, on rejette, quoi. C'est vraiment très, très volatile. Derrière, au niveau des liquidations, ça suit forcément 1,6 milliard de liquidations. Rappelez-vous qu'on est à plus d'1 milliard, c'est que ça compte vraiment être important. Là, 1,6 milliard, c'est conséquent. On se rapproche des liquidations qu'on avait par exemple pour le crash d'FTX. Donc, c'est vraiment important. Et moi, ce qui me surprend encore avec ces liquidations actuellement, c'est que je me demande où en fait le marché va chercher ces liquidations. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'on a encore autant de liquidations sur ces niveaux-là et qu'on a encore autant de liquidités en fait qui sont à liquider à ce niveau-là, quoi. Donc voilà, c'est bien beau de voir tous ces marchés se faire déglinguer, mais ce qui est vraiment important maintenant, c'est de se pencher sur les chiffres. Donc au niveau de tout ce qui est FOMC, au niveau de l'inflation, au niveau de la macro US, ça c'est vraiment essentiel pour qu'on comprenne pourquoi donc, actuellement on est dans cette situation et vers quoi on va se tourner. Et vous allez voir que c'est pas si mal que ça. Au niveau de la macro US, ça prend du temps, mais ça part plutôt dans le bon sens, en tout cas actuellement. Actuellement, notre but, c'est d'aller vers une baisse des taux d'intérêt. Si on va vers une baisse des taux d'intérêt, ça va rassurer le marché va logiquement, avec une baisse des taux d'intérêt, se porte mieux, et on va avoir aussi avec plus de liquidité qui va aller sur les marchés à risque, dont les cryptos et surtout les altcoins. Les altcoins, il y a une corrélation entre les altcoins et les taux d'intérêt, la baisse des taux d'intérêt, qui est assez quand même flagrante, qui est assez importante. Et on n'aura pas en fait d'altcoins, on n'aura pas d'altcoins qui peuvent monter tant que les taux d'intérêt ne seront pas baissés en fait. Et donc, rappelez-vous, la dernière fois qu'on a eu donc, la conférence 19 mars au niveau de la Fed, au niveau donc, la conférence FOMC de la Fed, on n'était pas du tout dans l'optique de se dire on va avoir une baisse des taux d'intérêt. C'était pas prévu. Par contre, on anticipait le fait que pour le mois de mai, on ait une baisse des taux d'intérêt qui arrive. Et effectivement, vous voyez là, le pourcentage qu'on ait une baisse des taux d'intérêt qui baisse pour le mois de mai augmente. Et actuellement, on vient de passer les 50% par rapport à cette proba-là. Et pour le FOMC du 18 juin, donc encore un mois après, on est passé à 51,8%. Donc plus de chances qu'on ait des taux d'intérêt qui baissent qu'on les reste inchangés. Et c'est vrai que ça paraît assez logique en fait qu'on ait une baisse des taux d'intérêt. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, c'est par rapport à l'inflation et qu'en fait, si vous voulez, on a une inflation qui monte fort, en général, on ne va pas baisser de taux d'intérêt parce que les taux d'intérêt vont pas aider à que l'inflation baisse. Donc, on va plutôt baisser les taux d'intérêt quand l'inflation est sur des niveaux intéressants et sur des niveaux assez bas. Et actuellement, si on regarde l'inflation, elle a fait un niveau plus bas. Oui, on a 1,46%. On est venu faire chercher un niveau plus bas. Donc, on a un niveau là sur l'inflation qui est tout à fait correct pour avoir une baisse des taux d'intérêt. Mais c'est vrai qu'on a un petit souci qui va avec, et Alan il explique bien ici, c'est que les tarifs, ils peuvent refaire monter en flèche l'inflation. Et en fait, c'est tout un truc à prendre en compte, c'est tout un engrenage un peu infernal, où là, en fait, la Fed, elle va être confrontée à choisir entre sauver l'économie, donc rapidement, quitte à revoir l'inflation remonter, ou alors laisser l'économie continuer de se dégrader, mais avec l'assurance de voir l'inflation de continuer de ralentir. Et c'est un peu le dilemme, par exemple, qu'avait aussi la Fed au niveau de la crise du crash Covid en mars 2020, où en gros, ils ont voulu envoyer le paquet, ils ont fait en sorte de relancer, de booster l'économie au max. Par contre, l'inflation, elle a explosé de ce côté-là. Ils ont vraiment baissé les taux d'intérêt, ils ont fait en sorte que l'économie se porte au mieux. Par contre, il y a une contrepartie avec l'inflation. Et là, en fait, on se retrouve dans un même vibe où on a les marchés qui partent un peu à la dérive. Et en fait, soit ils tentent de rapporter les marchés, mais par contre, en contrepartie, l'inflation va remonter. Ou alors, ils se disent, bon, tant pis, on va chercher l'inflation au plus bas possible. Par contre, les marchés vont prendre une belle claque. Et en fait, il faut combiner tout ça
avec les décisions de Trump aussi. Les décisions de Trump et aussi les autres data de la macOS. Donc là, oui, on en a pas mal. On vous a mis quelques-unes. Je laisse aller voir le tweet en entier parce qu'on vous explique à chaque fois voilà, l'intérêt en fait de chaque indice. Par exemple, là, l'ISM Manufacturing PMI, qui est l'indice du secteur industriel. On explique à quoi il sert, voilà, comment il est calculé, etc. Et est-ce qu'actuellement, il est bien ou pas. Donc ouais, pour l'instant, par exemple, actuellement, il n'est pas, voilà, c'est pas ce qui était attendu. On est en dessous de ce qui était attendu, donc c'est pas bon. Du côté des offres d'emploi, on est bon. Je vous laisserai aussi aller voir en détail de quoi il s'agit. Service PMI, vous voyez, on est bon. Au niveau des emplois dans l'agricole, on est bon. Et au niveau du taux de chômage, par contre, on n'est pas bon. Mais si on regarde un peu les datas macro-US qu'on a eu ces derniers temps, on est plutôt pas trop mal au niveau des chiffres. L'inflation n'est pas trop mal. Les taux d'intérêt devraient logiquement baisser. Donc dans l'ensemble, quand on regarde en fait ça en dézoomant, on peut se dire qu'on est bon. On va dans une direction que les marchés devraient apprécier. Et pourquoi c'est pas le cas? C'est pas le cas pour deux raisons principales. Que, en fait, au final, même si on fait toutes ces conclusions, on n'est pas sûr et certain que la Fed va vouloir prioriser les marchés avant l'inflation. C'est pas une certitude. Et deuxièmement, Trump. Et c'est ça le gros problème. C'est que Trump, on ne sait pas comment il va la jouer là par rapport à ses frais de douane et par rapport à ce qu'il veut faire au niveau international par rapport aux frais de douane. Et juste, en fait, ces deux points-là, qui sont des énormes points d'incertitude, ça fait que les marchés, ils détestent et du coup, ça part à la baisse, quoi. Et c'est vrai que là, oui, depuis tout à l'heure, je vous dis, voilà, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ci, il faut que ça se passe comme ça, il faut que les taux d'intérêt baissent, il faut que Trump se calme au niveau de la douane. Du coup, ça fait beaucoup de choses à accumuler pour que ça se passe bien. Et donc, les marchés, voilà, ils aiment pas. Et au niveau de Trump, donc on a donc là actuellement, donc c'est pour ça que je vais attendre de vous faire la vidéo un peu plus tard pour voir un peu les dernières news qui étaient sorties. Ouais, ça date de à peine quelques heures où en gros Trump déclare que les pays du monde entier se sont rapprochés pour négocier de nouveaux accords commerciaux. Et il a accentué le truc, Trump, vous voyez, et du coup ça commence à bouger. Vous voyez, là on a Ursula von der Leyen qui est au niveau de l'Union européenne, en fait, et ils annoncent qu'ils veulent proposer des accords de zéro tarif contre zéro tarif aux États-Unis pour apaiser les tensions commerciales. Donc petit à petit, bon, ça se débloque, mais c'est très long et c'est très incertain. Et on a la même chose au niveau de la Chine. Et en fait, chaque pays va réagir différemment. Vous voyez, là, par exemple, l'Union européenne propose quelque chose pour que voilà, on atténue les tensions et que ça se passe un peu mieux. Alors que voilà, du coup, Trump au niveau de la Chine, bordel, Donald Trump menace d'imposer des tarifs supplémentaires de 50% sur la Chine si Pékin ne retire pas ses nouveaux tarifs de 34% d'ici le 8 avril, tout en annonçant la fin des négociations avec la Chine. Et du coup, en fait, c'est le gros bordel parce que Trump, il est en mode, vas-y, moi, j'impose mes frais de douane un peu à tout le monde. Chaque pays va réagir différemment. Il y en a, ils vont plus ou moins accepter, plus ou moins essayer de négocier pour trouver un arrangement et que ce soit pas trop tendu. Il y en a d'autres qui vont complètement refuser et qui vont même faire le truc inverse de vouloir contrer en fait ce que dit Trump et en imposant eux-mêmes leur truc. Et du coup, Trump, il réagit à ça, ce qui refout encore le bordel. Et du coup, on s'entend pas. Et donc là, en fait, on va vraiment dépendre de Trump. Et je crois que c'est l'une des premières fois, enfin moi en tout cas depuis que je suis sur le marché, qu'on dépend autant de une personne, quoi. Et pas dans le bon sens en plus. Ou là, suivant s'il va vouloir persister dans les frais de douane, ou s'il va lâcher un peu plus de l'Est, ou s'il va essayer de aller dans le sens en fait des autres pays pour trouver un accord qui est convenable pour tout le monde, ou alors vraiment vouloir imposer ces trucs, et on va avoir un marché qui va vraiment réagir par rapport à ça. Et vous voyez, derrière, on a même le CEO de BlackRock, Larry Fink, qui dit on est probablement en récession maintenant. Ça, c'est chaud, les gars. Si on part en récession, c'est très, très chaud. On est vraiment dans une phase que, pour l'instant, Bitcoin n'a pas connue. C'est-à-dire que on n'a pas eu depuis que Bitcoin existe, depuis 2008, on n'a pas eu de récession au niveau du marché. Alors, on a commencé à avoir une en 2022, mais ça n'avait pas été le cas. Et là, en fait, si on part sur une récession, alors c'est encore trop tôt pour le dire, alors lui en tout cas, Larry Fink il le dit, on peut être sûr qu'en récession, en fait, les marchés à risque comme les cryptos, ça va être la galère. Et on va pas avoir de marché crypto qui va partir en bull run alors qu'on est en récession. Bon, personnellement, moi je vous donne mon avis rapidement par rapport à tout ça et par rapport à ce que je fais comme stratégie pendant cette phase de marché. Alors, déjà, durant ce genre de phase de marché, je trouve que ça sert à rien de forcer et de juste accepter ce que nous donnent les graphiques, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est vrai qu'actuellement, on n'a pas vraiment d'opportunité, à part essayer de short éventuellement pour récupérer de l'argent dans ce genre de mouvement-là. Je vois pas comment on peut se positionner sur les prochains mois pour essayer de surfer des tendances de hausse. Après, le fait de shorter le marché, de parier à la baisse du marché, moi, c'est pas du tout là où j'ai ma façon en fait, d'investir, ma façon de trader, et du coup, c'est pas là où je vais être performant, donc je vais pas forcément aller me jouer à ça. Derrière, le gros problème qu'on a actuellement, c'est que on essaie de tout le temps chercher trade des positions, d'avoir un maximum d'analyse, d'informations, etc. Et vu qu'on est plongé constamment dans l'incertitude, ça épuise notre cerveau, surtout qu'on voit pas la lumière derrière parce qu'on sait pas à quel moment ça va repartir, on a l'impression que c'est toujours de pire en pire, et donc on a le mental qui fait que chuter. Et c'est pour ça qu'actuellement, vous voyez, je prends un peu plus
plus de recul là sur les marchés. Je vous sors une vidéo par semaine au lieu de sortir une vidéo par jour et je vous fais quelques tweets de temps en temps, mais sans plus. Et j'essaye d'aller me focus sur autre chose, comme par exemple le sport, le mix, les soirées, les amis, etc. Et en fait, si vous voulez, au bout d'un moment, quoi qu'il arrive, le marché reviendra. C'est-à-dire que il y a un moment donné, que ce soit dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, bon peut-être pas aussi longtemps, mais il y a un moment donné, il y aura un peu plus de lumière, ça va redevenir clair, il y aura moins d'incertitude. On peut pas avoir une incertitude comme ça qui va durer pendant des années, c'est impossible. Il y a la tension qui va ralentir, etc. Et ça va se débloquer et les marchés vont reprendre, avoir une nouvelle dynamique qui va se relancer. Sauf que si vous persistez en fait dans le marché et que le marché vous essore, et ben au moment où en fait le marché repartira, et ben en fait vous serez tellement épuisé, vous en aurez tellement ras-le-bol en fait que vous ne prendrez pas ce prochain mouvement. Ce qui se passe au final sur les marchés, c'est qu'à chaque fois en fait qu'on a une période d'euphorie et que boum, on vient chuter très fort, et ben on vient essorer un maximum de gens, vous connaissez l'histoire, et on vient essorer surtout mentalement les gens. Et en fait, on commence à repartir au moment où les gens abandonnent en fait le prochain mouvement. Et tant que là, la plupart des investisseurs sont en mode vas-y, je spot le prochain mouvement haussier et là, je suis prêt à le saisir, et ben en fait, le marché ne repartira pas. Il va attendre que vraiment personne attend ce mouvement haussier pour commencer à le relancer. Et ça, c'est important de le comprendre malgré les positions qu'on peut avoir sur les deltas de la macro-US, l'inflation, la Fed, Trump, comme on en a parlé avant. Parce que quand en fait tout va aller mieux au niveau des chiffres, c'est pas une obligation que ça reparte direct en fait. Et on peut avoir un mouvement de latence où en fait les gens se disent mais c'est pas normal, il y a tout qui va bien et pourtant on repart pas. Et du coup ça fait tordre le mental des derniers un peu investisseurs pour ensuite relancer. Et on va aller le voir après sur les graphiques, mais d'ailleurs au niveau des marchés tradis, souvent en fait on vient faire une grosse chute comme on est en train de le faire actuellement et après en fait on se laisse couler pour ensuite, boum, remonter progressivement, un peu comme on avait fait en 2022. Et c'est vrai que là, dans les dernières vidéos, je vous parlais beaucoup d'un V-bottom qu'on pouvait faire au niveau des marchés tradis. Et là, en fait, plus on casse donc les niveaux hyper importants là, des supports, des plus bas qu'on a, et plus en fait, on s'installe dans une tendance baissière qui est durable, et plus on va mettre du temps à repartir. Ce qui fait que il faut garder un peu son mental de côté pour saisir la prochaine reprise haussière et être pas épuisé en fait de ce côté-là. Regardez au niveau des murs d'achat et de vente, ça c'est impressionnant. Rappelez-vous, la dernière fois on était ici et je vous parlais du point pivot des 90 000 $ qui était vraiment le point pivot important qui allait faire ou pas qu'on pourrait revenir dans une dynamique haussière ou alors replonger plus bas et là on repart pour plus longtemps. Bon, on s'est fait rejeter, on le voit clairement ici, on est venu chercher donc la mèche au niveau des 90 000, on est venu chercher donc quelques niveaux, quelques ordres de vente qu'on avait ici, mais les plus gros étaient au-dessus et ils ont été enlevés direct parce qu'en plus on avait des ordres de 700 BTC et on pensait que c'était du spoofing, donc c'est-à-dire que c'était des faux ordres qui étaient placés et effectivement c'était des faux ordres qui ont été enlevés direct après. Et du coup là sur ce niveau donc pivot des 90 000, on n'est pas venu le réintégrer pour la repartir et au contraire on s'est fait rejeter et là bam, on va à la cave. Et en fait, c'est la même chose au niveau des marchés trading. Donc déjà, regardez Bitcoin, là, en daily, vous voyez, on diminue. Donc je trouve que ça va. Quand on compare les deux, regardez, quand on compare par exemple Bitcoin avec les S&P, ça reste correct. Alors Bitcoin, sur les derniers mois, c'est pas cool. Mais là, à court terme, vous voyez, sur les derniers jours, regardez les S&P, comme franchement, il a bien plus craché que ce qu'on a eu sur Bitcoin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, actuellement, le niveau qu'on a sur les cryptos, il est tellement bas que c'est compliqué d'aller trouver la force vendeuse. Et que pour trouver cette force vendeuse, pour passer en dessous là, des 74 000, aller chercher 70 000 et même plus bas, il va falloir vraiment, vraiment, vraiment une pression vendeuse très, très forte. Et ces pressions vendeuses-là, il va falloir qu'on ait un S&P qui parte vraiment à la baisse, mais encore beaucoup plus fort que ça, pour qu'on ait cette chute sur BTC. Et que là, en fait, si on a S&P qui commence à stabiliser, qui commence à faire un petit truc comme ça, même s'il descend un peu, en fait, on aura le Bitcoin qui ira pas plus bas. Parce que pour passer ces niveaux, il faudra vraiment une pression vendeuse très très forte qui vienne des marchés tradis. Donc ça, c'est le côté un peu rassurant qu'on a sur les cryptos. Et ça, c'est toujours hyper important de regarder la corrélation, à quel point elle est forte ou pas. Si vous voyez qu'il y a une corrélation de Bitcoin qui est plus forte que le S&P, c'est-à-dire que le S&P, par exemple, il va descendre de ça, et vous voyez le Bitcoin qui descend de ça, ça pue, quoi, parce que ça veut dire que les gens sont plus prêts à vendre leur crypto que les marchés tradis. Et donc, on peut avoir une corrélation négative qui peut être encore plus forte. Inversement, comme on l'a actuellement, on a un S&P qui crache beaucoup et on a le Bitcoin qui crache, mais ça va, ça reste correct. Et l'inverse, on a une pression vendeuse qui est moins forte sur les cryptos, donc c'est plus favorable pour les prochains mouvements baissiers qu'on pourrait avoir sur le marché tradis par rapport aux cryptos. Bon, pour revenir sur Bitcoin, ce que je vais vraiment vous montrer, c'était en weekly. Regardez ça, on a donc les deux indicateurs là qui sont assez intéressants. Le ruban de monnaie mobile qu'on tient depuis le début du bull run, vous voyez, à chaque fois, on revient dessus et à chaque fois, on le tient. Et donc là, rappelez-vous, c'est la zone des 74 000, 75 000 qui est ici,
qui est vraiment importante par rapport à ce ruban et que moi je regarde beaucoup. Et c'est vrai que pour l'instant, à chaque fois qu'on vient dessus, vous voyez, c'est racheté quoi. Donc ça c'est cool. Et au niveau des volumes profile, c'est aussi, rappelez-vous, les 74 000 vous voyez, qui sont ici, on a tout ce gros cluster là qui commence à arriver et qui est assez important. Donc tout ça, ça y joue, hein, et ça y joue dans le fait aussi que Bitcoin il est moins corrélé à la baisse que ce qu'on a sur les S&P. Et quand on dézoome encore une fois, vous voyez, en mensuel, regardez franchement la tendance haussière là qu'on a sur BTC, elle est propre, elle est vraiment propre, où on monte, on corrige un peu, on monte, on corrige un peu, on monte, on corrige un peu, et tant qu'en fait on ne vient pas faire un plus bas que ce qu'on a ici, on reste dans cette dynamique haussière. Et moi je garde la même position que j'avais dans la dernière vidéo, qui est que je pense que notre bull run n'est pas fini. Je sais, ça fait peur de dire ça maintenant, mais par rapport à cette... si en fait on regarde sur l'année 2025, ok, là on se laisse à peu près donc 8-10 mois jusqu'à la fin de l'année, donc 8 mois jusqu'à la fin de l'année, et on essaie de voir qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme data au niveau de la Fed, au niveau de Trump. En fait, ça peut que aller dans le bon sens. C'est-à-dire, ça peut aller que dans le bon sens par rapport au fait que, par exemple, là, dans les 8 mois à venir, il y a quand même peu de chances qu'on aille de pire en pire par rapport à la politique de Trump, par rapport aux frais de douane. C'est-à-dire que sur les 8 mois, il y aura forcément un moment avant les 8 mois, avant fin 2025, où voilà, il y aura une tension par rapport aux frais de douane qui va réduire, où on aura des accords qui vont être trouvés, on va avoir des négociations qui vont être faites. Il y a Trump qui va revenir un peu moins fort sur ça. Parce que, rappelez-vous, le but de Trump, c'est taper un gros coup fort dès le début pour ensuite pouvoir négocier voilà, un peu mieux. Et donc, si on regarde là jusqu'à fin 2025, on a quand même plus de chances que de ce côté-là, du côté de Trump, ça se détende un peu plus. Et du côté de la Fed, les stats sont clairement de notre côté pour avoir une baisse des taux d'intérêt qui se fasse au fur et à mesure du temps sur toute la prochaine année, là, durant toute l'année 2025 et même 2026. Donc en réalité, même si là, on a des mois prochains, tout l'été, donc c'est-à-dire mai, juin, juillet, août, qui sont dégueulasses, où on va avoir un marché qui va peut-être continuer un peu à chuter et qui va se laisser un peu mourir durant l'été, en fait, pour la reprise de fin 2025, on devrait avoir quand même voilà, une succession quand même de bonnes nouvelles qui devraient aller dans le sens des marchés. Moi, en tout cas, c'est ce que je vise. Bon, rapidement, regardez la Bitcoin dominance qui continue à monter aussi. Vous voyez, 63% du côté de la Bitcoin dominance. On n'a jamais été aussi haut là, par le pic qu'on avait fait ici rapidement le 3 février. Mais on est vraiment sur le plus haut des plus hauts. Et ce qui est fou, ce serait de partir en marché baissier comme ça, avec une Bitcoin dominance aussi haut, quoi. C'est vraiment jamais arrivé. Et donc là, même chose. Vous voyez, par les altcoins, c'est pareil. Faut essayer de regarder... pas uniquement là sur les prochaines semaines, prochains mois, mais sur un peu plus long. Si on regarde jusqu'à la fin de l'année, sur les 8 mois qui vont arriver, même chose, on a qu'est-ce qui est très corrélé par rapport aux altcoins, c'est les taux d'intérêt. Si on a une baisse des taux d'intérêt, vous pouvez être sûr qu'on va avoir une liquidité quand même conséquente qui va arriver sur les altcoins. Ça arrive à chaque fois. Et là, de nouveau, si on regarde un peu les taux d'intérêt pour la baisse des taux d'intérêt qui peut arriver sur les 8 prochains mois, elle est quand même plus probable que l'inverse. Donc peut-être que ça n'arrivera pas on n'aura pas ce mouvement-là tant attendu pour mai-juin, mais il y aura de fortes chances que ça arrive. Si ça n'arrive pas pour mai-juin, ça arrivera forcément pour septembre à décembre 2025, quoi, pour la fin d'année. Et vous voyez, là, les altcoins, la plupart, ils sont pris une claque énorme. Juste à regarder ETH. ETH, les gars, on revient à 1500, 1400 $, quoi. C'est quoi ce bordel? Quand on regarde là en mensuel, on revient au niveau, les gars, qu'on avait en 2017. C'est-à-dire que là, si on prend les 8 années sur Ethereum, on a le même prix. C'est-à-dire qu'on prend le prix d'il y a 8 ans à maintenant, c'est le même prix. Ça, c'est hallucinant, quoi. On revient sur les niveaux de bear market qu'on avait en 2022. Et de ce postulat-là, vous voyez, c'est compliqué de faire pire. C'est-à-dire que là, avoir un prix d'Ethereum qui revient plus bas que ce qu'on avait en 2022 ici, ça devient très compliqué parce que ça veut dire que le marché valorise le fait que Ethereum vaut ce qu'il était en 2022 ou même en 2017, ce qui n'est actuellement pas le cas par rapport à toutes les avancées et toute l'utilisation qu'il y a sur Ethereum. Et c'est vrai que là, c'est quand même assez historique, hein, parce que vous voyez, là, au fur et à mesure des bull runs, Ethereum, c'est gros bull run, gros bear market, gros bull run, gros bear market. Et là, en fait, ce bull run-là, on n'a même pas fait d'ATH, on a juste fait un gros M dégueulasse, quoi, mensuel, boum, 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 et on revient au niveau de l'ancien bear market, donc assez lunaire. Mais là, du coup, même chose, vous voyez, pour les altcoins, on risque d'avoir une baisse des taux d'intérêt qui va arriver sur les 8 prochains mois, donc ça, c'est bénef. Et en plus de ça, aller chercher de la pression vendeuse supplémentaire sur les altcoins, ça devient de plus en plus compliqué parce que là, on a fait la majorité de la baisse sur les altcoins. Ouais, on est sur, là, par exemple, sur Ethereum, on est sur un moins 66%. La plupart des altcoins sont à moins 60, moins 70, moins 80%. Et aller chercher de la pression vendeuse supplémentaire, ça devient très compliqué. Je pense pas qu'en fait on ira atteindre les pourcentages de baisse comme on avait en 2022 de moins 82, moins 90% sur les altcoins. Parce que même s'il y a une énorme diff entre moins 70 et moins 90%, là en fait on n'a pas atteint les performances qu'on avait en 2021. C'est-à-dire qu'en 2021, on avait des corrections en bear market habituelles en 2018, en 2022, on a des corrections énormes de moins 90, mais parce qu'avant on a eu des x30, x40, x50 sur les altcoins. Là on n'a pas connu
d'altcoins. On n'a pas connu des x20, x30 dans tous les sens sur les altcoins. On n'a même pas connu des x10, quoi. On a connu à peine des x5, il y a eu quelques altcoins qui ont bien performé, mais on n'a pas eu de marché dans sa globalité, enfin des altcoins dans leur globalité qui ont fait des performances de ouf. Donc forcément, ils vont pas faire des corrections qui vont être comme on a eu dans le passé. Donc on va avoir des corrections qui vont être plutôt proportionnelles à la hausse qu'ils ont eu. Donc c'est-à-dire pas énorme non plus. Enfin, moins 70%, ça reste énorme, mais c'est pas pareil que moins 90%. Et pour les marches tradis, du coup, vraiment le plus important à regarder, les S&P et le Nasdaq. Voilà, quand on dézoome, bon, c'est pas encore voilà, la fin de. C'est pas la fin des marchés tradis et on n'est pas sur une crise qu'on peut avoir par exemple en 2008 ou dans les années 2000. Mais c'est vrai que même là en mensuel, vous voyez, on voit quand même que on a une belle correction. On voit qu'on a une belle correction, même sur les S&P, vous voyez, ça arrive pas souvent non plus. Et quand on zoome un peu plus en weekly, là, ce qui est vraiment important, c'est les niveaux intermédiaires qu'on a ici. Donc, je les ai mis là. Donc, en fait, c'est les derniers niveaux les plus bas qu'on a fait. Et vu que les S&P, il est globalement dans un marché qui est haussier, et bien en fait, le moment où vous voyez, il casse son niveau, son ancien plus bas qu'on a ici, ben là, ça commence à pluer. Et puis, plus on casse en fait ces niveaux qui sont importants, bah, plus ça commence à pluer, vous voyez, plus on va éventuellement vers une grosse dynamique baissière qui peut se transformer en récession et qui peut durer beaucoup plus longtemps. Et donc, là, on a cassé le premier niveau de baisse au niveau weekly qui est ici, qui était quand même assez important, parce que c'est un peu le dernier point bas qu'on a eu au niveau weekly, et donc ce qui fait que, là, on était sur une tendance haussière, et que là, du coup, boum, on vient de passer en dessous de l'ancien plus bas, donc on part sur plutôt une tendance baissière là, par rapport à la cassure qu'on a fait. Et l'autre clôture weekly qui est vraiment importante, c'est celle-là, celle qui est en plus pile sur le niveau rond des 5000 $. Et vous voyez, actuellement, on est en train de la jouer, c'est-à-dire qu'actuellement, vous voyez, en daily, on est pile dessus là, au niveau de lundi, et durant la semaine, on va savoir si ou pas la clôture weekly, on va être au-dessus ou en dessous. Et après, derrière, en fait, plus on pète les niveaux comme ça, plus ça devient inquiétant. Et après, on peut augmenter l'unité de temps, vous voyez. Là, par exemple, en mensuel, le dernier plus bas qu'on a fait, bon, ça va être plutôt éventuellement lui, mais surtout en fait lui. Et tant que, vous voyez, on ne casse pas ce niveau, en mensuel, on reste donc sur une dynamique, vous voyez, qui est haussière comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'on sera dans une dynamique baissière en semaine, qui peut durer donc plusieurs mois, mais en mensuel, on reste dans une dynamique haussière, donc sur plusieurs années. Par contre, vous voyez, si on casse la dynamique en mensuel qu'on a ici, et là, du coup, on part sur une dynamique baissière qui dure par contre là plusieurs années. Mais pour l'instant, on n'est pas du tout dans ce cas. Et donc, vous voyez, avoir une dynamique baissière, comme j'expliquais juste avant, qui dure tout l'été, donc jusqu'à septembre, là, pour l'instant, c'est quelque chose de clairement faisable. Mais on garde la dynamique haussière qu'on a, vous voyez, sur l'année 2025. Donc voilà, et ça, de toute façon, on pourra le savoir qu'avec les niveaux clés qu'on tape au niveau des anciens plus bas. Et ce que j'expliquais aussi tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que en gros, ce qu'on pouvait jouer là, les derniers temps, c'était un V-bottom. C'est-à-dire qu'on venait ici, boum, on jouait un V-bottom et on remontait un peu comme on le connaît en fait assez régulièrement. Donc ça, c'est un peu ce qu'on privilégiait de notre côté. Finalement, on pète en fait les niveaux clés en daily. Donc le V-bottom, on peut un peu l'oublier là en daily. Et là, du coup, on passe plus sur un début de tendance baissière en weekly sur les S&P. Et en général, quand on a une tendance comme ça, en fait, ça met un peu de temps à remonter. C'est-à-dire, regardez un peu comme ce qu'on a eu en 2022, vous voyez, où là, du coup, on pétait un peu tous les niveaux en weekly. Et du coup, on est parti sur une tendance baissière en weekly qui avait duré plusieurs mois, même une bonne année. Et ensuite, derrière, pour remonter, c'était pas un V-bottom, on a fait comme ça, quoi. Ça a été un peu long, vous voyez, ça a mis du temps. Et c'est un peu ces moments-là où en fait les gens abandonnent parce que on fait que baisser et en fait on a l'impression qu'on repart. Et en fait à ce moment-là, vous voyez, quand vous avez que ce graphique, t'es en mode putain, ça va repartir à la baisse, quoi. Et du coup ça se fait long et c'est là où en fait les gens commencent à décrocher et c'est là où le marché repart. Et ça aussi, ça dépend de plusieurs critères. C'est-à-dire que là par exemple en 2022, le critère principal qu'on avait par rapport à cette baisse, c'était l'inflation. C'est-à-dire une inflation qui était super haute. On avait un potentiel récession qui peut arriver, donc en fait le marché est très incertain, donc ça met du temps à se retourner. C'est vrai que là actuellement, ce qui est cool aussi par rapport à ce qu'on a comme situation, c'est qu'on est vraiment sur une incertitude qui est très récente. Vous voyez, genre quand on était ici, on avait zéro incertitude. Et dès qu'il y a l'élection de Trump, grosse incertitude. Mais elle est très récente et elle peut très vite s'inverser. C'est-à-dire que la grosse incertitude qu'on a là, elle peut très vite s'inverser en certitude. Et ça s'inverse. Parce que ça dépend de la Fed et ça dépend des décisions de Trump. Et en fait, ça, en peu de temps, alors tout est relatif, parce que tout à l'heure, je parlais quand même du fait que les négociations, ça prend du temps, etc. Ça ne se fait pas en quelques jours, mais en peu de temps pour les marchés, c'est-à-dire en quelques semaines, quelques mois, ça peut se débloquer. Et du coup, on peut éviter d'avoir une trop prise haussière qui va mettre plusieurs mois, voire plusieurs années, quoi. Enfin bref, c'est un peu complexe. Il y a beaucoup de si, de mais, et ça, et si, il faut faire ça, etc. Il faut avoir ça, faut que ça se passe comme ça. Et du coup, le fait d'avoir autant d'indécisions, ça fait que les marchés n'aiment pas et que c'est un peu le bordel. Bon, au niveau de mes trades, rappelez-vous dans la dernière vidéo, j'avais passé 2 trades là sur ZoomX, 2 shorts. Alors si je vous ai expliqué que c'était vraiment des petits shorts, je mettais des petites positions, $650. C'était plus pour tester un peu cette stratégie-là. J'en ai mis un premier de Wall
je sais plus où elle est la crypto, mais Wall, ça n'était pas passé. Et ça, par contre, Tutu, qui a bien marché. C'était vraiment dégueulasse. On avait vraiment cette tendance-là où je lui expliquais que mon but, c'était d'aller chercher des cryptos qui n'ont pas encore trop craché. Et ils avaient une grosse hausse comme ça. Et voilà, une sorte de triangle ascendant qui descend. C'est un peu dégueulasse. Triangle descendant. Et en fait, derrière, où je me suis positionné. Et ça a bien chuté derrière. Donc pour l'instant, je l'ai laissé tourner. Là, on a un premier rebond qui se fait. Je pense prendre en fait un premier TP de 50%. Moi, je récupère ma mise initiale et en fait, je laisse le reste courir. C'est même ce que je vais faire. C'est-à-dire que je vais mettre un TP partiel. Donc, c'est-à-dire que je prends 50% de ma position pour récupérer $650. Un peu plus de 50%, donc ça veut dire genre 60%, un truc comme ça. Et au moins, ça me permet de récupérer ma mise initiale et de pouvoir laisser courir le reste. Si ça part plus bas. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs intéressants à faire comme ça. Vous voyez, vous avez dans les cryptos ici, vous pouvez les trier par perte et par gain. Alors faites gaffe au volume, c'est important. Vous voyez, par exemple là, 657 000 de volume. On ne va pas mettre un trade là-dessus parce qu'il y aura pas assez de liquidité. Mais par exemple là, vous voyez, Bera, donc de Bera Chain, vous voyez, qui a 30 millions de liquidité, c'est pas mal. Il s'est pris une claque énorme. Vous voyez là, par exemple, en quelques jours, il y avait quand même un moins 53% à aller chercher, quoi. C'est assez lunaire. Et c'est vrai que là, les altcoins, en vrai, ils sont quand même intéressants à shorter. Pourquoi ? Parce que tant qu'on n'a pas la baisse des taux d'intérêt qui se fait, ça ira pas en faveur des altcoins. Et du coup, vu que cette baisse des taux d'intérêt risque pas d'arriver avant minimum mai-juin, on risque quand même d'avoir des altcoins qui continuent à se laisser couler, quoi. Et donc, il y a quelques positions à prendre. Après, comme j'expliquais, c'est pas du tout mon créneau que d'habitude je fais, c'est-à-dire c'est pas du tout le style de position que je prends. C'est pour ça que je fais plus avec des petites positions pour plus tester que de vraiment essayer d'aller récupérer de l'argent là-dessus. Et ce qui peut être intéressant, ce que je suis en train de me dire, ça peut être les mêmes coins. Les mêmes coins, ça peut être intéressant à shorter. Pourquoi ? Parce que, en fait, actuellement, donc, les altcoins, ils sont pas du tout privilégiés par le marché par rapport, comme j'expliquais, à la baisse des taux d'intérêt, qui n'est pas encore d'actualité. Et en fait, les mêmes coins, ils sont vraiment les derniers sur la liste par rapport à la liquidité qui arrive, en fait, par rapport aux classes d'actifs à risque. Et du coup, en fait, les mêmes coins, ils vont logiquement continuer à se laisser un peu couler le temps que ce soit plus favorable au niveau des taux d'intérêt. Et là, vous voyez, je suis sur Femex. Et en fait, ce qu'on peut faire sur Femex, on peut aller donc dans perf futur et on peut trader. Vous voyez, donc il y a par exemple Agent IA aussi qui peut être pas mal parce qu'eux, ils ont pris une bonne claque aussi. Et on peut aller dans MEM. Et là, en fait, on peut avoir tous les mêmes. Et vous voyez, il y a vraiment des dizaines de mêmes. Et on peut même aller dans Celebrity Meme. On a Trump et Melania. Je sais pas ce qu'ils ont donné d'ailleurs, Trump et Melania. Mais à mon avis, on n'a pas eu de. On a juste eu. Ils sont vraiment laissés couler pareil. C'est une catastrophe. Melania, c'est encore pire. C'est vraiment le shitcoin de l'enfer. Et vous voyez là, par exemple, regardez. Jelly, vous voyez, il a été listé. Il a fait pas mal de bruit l'autre jour sur Binance parce qu'il a été listé sur Binance. Puis après, ils ont voulu liquider hyper liquide dessus. Alors, vous voyez, lui, là, regardez, il a été listé. Boum, vous voyez, clairement, il est dans une tendance baissière avec les rebonds qu'il a. Vous voyez, actuellement, il est sur un petit rebond. Et donc, jouer éventuellement ce mouvement-là avec son stop loss au-dessus de l'ancien plus haut, ça peut se faire. Après, il faut voir un peu les pourcentages de différence. Vous voyez, là, par exemple, si on a 10%, ça va, mais ouais, là, on a 41%. C'est tellement volatile, c'est vraiment abusé. Et ouais, là, apparemment, regardez, je viens de poser un petit short. Alors, c'est vraiment de petites positions, vous voyez, plus que pour tester, comme je l'expliquais. Mais en gros, avec l'ancien, donc ouais, je mets donc mon short ici. Et en fait, là, j'essaie de jouer, du coup, vous voyez, là, je sais comment à chaque fois le rebond, la baisse, rebond, et de jouer après, du coup, la prochaine baisse qu'on pourrait avoir. Le truc qui est un peu compliqué, c'est de choper en fait le haut du rebond. Et donc pour ça, moi je me laisse de la marge et je me laisse mon stop loss à cet endroit-là que je vais positionner qui est plus haut du coup que ce qu'on avait ici. Et donc si en fait on vient chercher, c'est-à-dire que on repart sur un plus haut que ce qu'on avait ici, donc on inverse un peu plutôt la tendance. Bon, c'est assez basique, hein. Et je regarde pas vraiment les graphiques pour me positionner, mais plus sur le postulat de se dire tant que la Fed baisse pas ses taux d'intérêt, en fait on n'a pas forcément de liquidité qui devrait arriver sur les coins et sur les mêmes coins qui sont en dernier sur la liste, quoi. Donc on verra ce que ça donne, je vous passerai dans la prochaine vidéo. Allez, on finit avec le commentaire du jour de Mr Fun qui nous dit: salut et merci pour tes vidéos, quelles sont les meilleures plateformes pour trader STP? Justement, j'en parlais juste avant. Vous voyez, là j'utilisais ZoomX et Femex. Alors il n'y a pas vraiment de meilleure plateforme, mais moi ce que je vous conseille, c'est juste de tester plusieurs. C'est ce que je vous ai toujours dit, allez tester plusieurs plateformes. Et en fait, au moins, ça va vous permettre de choisir celle que vous préférez. Moi, j'ai souvent changé parce qu'en fait, c'est pas mes goûts changent, mais je vais chercher certaines fonctionnalités au fur et à mesure du temps qui vont évoluer en fait. Et donc, par exemple, au tout début, Binance m'allait très bien, mais après, comme ils ont voulu mettre plus de KYC, c'était compliqué pour les futurs, etc. Je suis passé chez Bybit. Quand c'est devenu pareil compliqué chez Bybit, je suis passé chez Bitget. Maintenant que c'est devenu compliqué chez Bitget, je suis passé sur ZoomX et sur Femex aussi. Et en fait, sur chaque plateforme après, vous allez trouver des fonctionnalités différentes qui vont être plus ou moins en adéquation avec ce que vous cherchez, que ce soit au niveau des frais, au niveau des bonus aussi d'inscription parfois qui peut être intéressant, la plateforme comme elle est conçue, si il y a suffisamment de liquidité, si la plateforme est intuitive, parce que vous avez souvent les mêmes interfaces, mais il y a quelques options, quelques mises en page qui changent, et surtout, moi ce que je regarde beaucoup aussi, c'est les paires qui sont proposées. Là par exemple, ce que j'aime bien sur mes FMX, c'est ce que je regardais juste avant, c'est que vous voyez, par exemple, je peux trier par même. Et donc, je peux avoir tous les mêmes suivant leur volume, suivant leur liquidité, suivant leur pourcentage de gains en 24 heures, etc. Et moi, ça me permet d'avoir plus d'alcool sur lesquels je vais me positionner et avoir plus de choix.
Moi, c'est surtout, en fait, je cherche vraiment, moi personnellement, des plateformes où j'ai le maximum de liberté. C'est-à-dire que je peux faire un peu tout ce que je veux au niveau des leviers. J'ai pas de restrictions sur le levier que je vais mettre. J'ai pas de restrictions sur mon KYC. J'ai pas de restrictions sur les paires que je veux faire. C'est-à-dire qu'il y a plein de paires possibles. Et moi, je suis plutôt focalisé sur ces plateformes-là, que je trouve plus intéressantes que par exemple sur les plateformes comme Binance, qui sont beaucoup plus régulées, mais derrière, où tu as beaucoup moins de fonctionnalités, quoi. Donc, ouais, après ça, c'est à vous de voir. C'est pour ça que je vous conseille d'en tester plusieurs et puis de voir en fait celle que vous préférez, tout simplement. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous les mettrai en description. Moi, j'utilise ZoomX actuellement, Blowfin et FMX. Je vous mettrai les trois. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Bon, pas cool en ce moment, le marché. Essayez de sortir, essayez de faire d'autres choses un peu ailleurs pour essayer d'avoir un mental plus costaud en fait quand vous allez revenir sur les marchés et que les marchés seront plus intéressants. Bon, on va juste patienter et regarder un peu ce que va nous faire Trump et tout l'intérêt. Et puis je tiendrai au courant par rapport à ça. Ça va être vraiment le plus important à regarder. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui et moi je vous dis à plus. Ciao!